Le vent d'automne soufflait doucement sur les rues pavées de Reims, charriant avec lui l'odeur des feuilles mortes, du bois brûlé dans les cheminées lointaines et du pain frais des boulangeries voisines. Les platanes alignés le long des trottoirs perdaient leurs feuilles dans un balai doré, tapissant les pavés d'un manteau craquant sous les pas des passants. Par cet après-midi frisquet, André Moreau, un homme âgé au visage marqué par le temps, franchit les portes vitrées d'une concession automobile située en périphérie de la ville. Sa vieille Peugeot 206, d'un gris fané, l'avait fidèlement accompagnée pendant près de 12 ans. Bien que fiable, elle montrait des signes d'usure. Un moteur qui toussautait par temps humides, des pneus lisses comme des galets de rivière, et un tableau de bord où l'horloge clignotait en permanence, figé dans une époque révolue. André, après mûre réflexion, avait décidé qu'il était temps de la remplacer par un véhicule plus moderne, peut-être une berline compacte, pratique pour ses trajets quotidiens entre son appartement modeste et le marché local, où il aimait choisir ses légumes avec soin et échanger quelques mots avec les commerçants. André était un homme discret, presque effacé, dont la présence passait souvent inaperçue dans une foule. Ses cheveux gris, soigneusement peignés en arrière, encadraient un visage où des rides profondes, comme des sillons creusés par un labour patient, racontaient une vie de labeur, de sagesse et de joie simple. Il portait un manteau de laine brune, usé au coude, dont les coutures commençaient à s'effilocher, et des chaussures en cuir dont le vernis, jadis brillant, s'était écaillé avec le temps, révélant le cuir brut en dessous. Ses lunettes à monture métallique, légèrement tordues, glissaient sur son nez aquilin et il les remontait d'un geste machinal, presque réflexe. À première vue, rien en lui ne suggérait la richesse ou le prestige. Il aurait pu être un retraité ordinaire, un ancien employé de bureau ou un professeur à la retraite, vivant de sa modeste pension. Pourtant, sous cette apparence humble se cachait une histoire bien plus complexe. Une fortune bâtie sur des décennies d'investissements astucieux, un sens aigu des affaires et une discipline de fer. Mais André n'était pas homme à parader. Il vivait simplement, préférant les plaisirs d'une tasse de thé fumante, d'un bon livre ou d'une promenade solitaire dans les vignobles de Champagne aux ostensibles démonstrations de richesse. Sa fortune, qu'il gardait jalousement secrète, était pour lui un outil, non une fin en soi. La concession automobile, un bâtiment moderne aux lignes épurées, brillait sous le soleil pâle de l'après-midi. Les grandes baies vitrées reflétaient les nuages grisâtres qui dérivaient lentement dans du ciel, et à l'intérieur, le sol en marbre poli luisait sous des spots LED, projetant une lumière froide et clinique. Les voitures, alignées comme des joyaux dans une vitrine, scintillaient sous l'éclairage artificiel. Des SUV aux courbes agressives, aux jantes chromées rutilantes, des berlines aux lignes fluides, ornées de détails en aluminium brossé, et même une voiture électrique d'un bleu métallisé, si futuriste qu'elle semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. André s'arrêta un instant sur le seuil, impressionné malgré lui par le contraste entre cet univers rutilant et sa propre simplicité. Il ajusta son écharpe en laine, tricotée des années plus tôt par sa défunte épouse, et s'avança, ses pas résonnant doucement sur le sol lisse, presque trop parfait. Mais dès qu'il posa le pied dans le showroom, il sentit un changement dans l'atmosphère, une subtile tension, comme si sa présence détonnait dans ce décor impeccablement orchestré. Les vendeurs, impeccablement vêtus de costumes cintrés aux revers impeccables, s'affairaient autour de clients aux allures aisées. Un homme en costume 3 pièces, une montre en or scintillant à son poignet, examinait un cabriolet rouge avec l'assurance de celui qui sait qu'il peut se l'offrir. Une femme en manteau de fourrure, ses talons claquant sur le marbre, testait les sièges en cuir d'un SUV de luxe, ses lunettes de soleil relevées sur son front comme une couronne. André, avec son manteau râpé, son écharpe démodée et son air discret, semblait invisible. Il s'approcha d'une berline noire, une Renault Talisman, dont les lignes élégantes et le tableau de bord high-tech, bardé d'écrans tactiles, attirèrent immédiatement son attention. Il passa une main sur la carrosserie lisse, froide au toucher, imaginant la sensation de conduire une voiture neuve, sans les grincements familiers de sa vieille Peugeot, sans ce cliquetis agaçant du moteur à chaque démarrage. Il sourit légèrement, se voyant déjà sur les routes sinueuses de campagne menant à Épernay, où il aimait flâner le dimanche, s'arrêtant parfois pour contempler les vignes ou acheter une bouteille de champagne chez un petit producteur. Pourtant, malgré son intérêt évident, aucun vendeur ne vint à sa rencontre.
Les employés, occupés à rire entre eux derrière un comptoir ou à consulter leur smartphone, jetèrent des regards furtifs dans sa direction, mais aucun ne fit le moindre geste pour l'accueillir. André remarqua les chuchotements, les coups d'œil dédaigneux, à peine dissimulés. Un jeune vendeur, Guillaume Dubois, se tenait près d'un comptoir en verre, ses cheveux gominés brillants sous la lumière des spots, son costume bleu marine parfaitement ajusté. Il croisa le regard d'André, mais son sourire narquois, presque moqueur, s'effaça rapidement. Sans un mot, il se détourna pour engager la conversation avec un couple élégant qui venait d'entrer, leurs vêtements griffés, leurs montres clinquantes et leur attitude assurée annonçant un pouvoir d'achat bien supérieur à celui qu'il supposait chez André. Le couple, un homme d'une quarantaine d'années et une femme aux cheveux blonds platine, fut immédiatement entouré par deux autres vendeurs qui rivalisaient de compliments et de propositions pour leur faire essayer un modèle haut de gamme. André sentit une pointe de frustration, mais il resta patient, espérant que quelqu'un finirait par remarquer son intérêt. Après tout, il n'était pas pressé. Il avait appris au fil des années que la patience était une vertu rare, mais précieuse. Les minutes s'égrenèrent, lentes et pesantes. André s'attarda près de la Renault Talisman, lisant les fiches techniques affichées sur une tablette interactive fixée à un socle élégant. Il nota mentalement les options qui l'intéressaient. Un moteur essence économique, pour limiter ses dépenses en carburant, un système de navigation intégré, pour remplacer la vieille carte routière qu'il gardait encore dans sa boîte à gants, et peut-être des sièges chauffants, un luxe qu'il s'autorisait à envisager pour les hivers rigoureux de la Champagne, où le froid mordait les os. Il examina les finitions intérieures, caressant du bout des doigts le cuir souple des sièges, admirant la précision des coutures. Mais l'indifférence du personnel devint de plus en plus pesante, comme une ombre qui s'épaississait autour de lui. Les vendeurs passaient de près de lui sans s'arrêter, leurs conversations animées sur leurs objectifs de vente, leurs primes ou leurs projets de week-end, contrastant avec le silence qui l'enveloppait. Une femme en tailleur bleu marine, une vendeuse nommée Sophie, lui lança un regard rapide, ses lèvres pincées en une moue de dédain, avant de murmurer quelque chose à un collègue, suivi d'un rire étouffé. André, habitué à la modestie, n'était pas étranger au jugement hâtif ascendant. Mais cette fois, l'injustice de la situation le piqua au vif. Il n'était pas seulement question d'un client ignoré. C'était une question de respect, de dignité, de valeurs qu'il chérissait profondément. Après 20 minutes d'attente, André décida de prendre les choses en main. Il s'approcha du comptoir principal, où trois vendeurs discutaient avec animation, leur voix résonnant dans le showroom comme un écho de leur insouciance. Guillaume, toujours absorbé par son téléphone, leva à peine les yeux, ses doigts pianotant sur l'écran. « Excusez-moi », dit André, sa voix calme mais ferme, teintée d'une pointe de frustration contenue. « Je suis intéressé par l'achat d'une voiture. Pourriez-vous m'aider? » Guillaume haussa un sourcil, son regard glissant lentement sur le manteau usé d'André, sur ses chaussures éraflées, sur son écharpe élimée. « On est un peu occupé là, » répondit-il avec un sourire condescendant, ses dents blanches scintillant sous la lumière. « Revenez plus tard. D'accord? » Il retourna à son écran, comme si André n'existait plus, comme s'il n'était qu'un importun, un passant curieux venu admirer des voitures qu'il n'avait pas les moyens d'acheter. Les deux autres vendeurs, occupés à comparer leurs ventes du mois sur une tablette, ne prirent même pas la peine de lever les yeux. André sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de colère et de déception, mais il garda son calme. Il hocha la tête, son visage impassible, et se dirigea vers la sortie. En passant la porte vitrée, il entendit un murmure, à peine audible mais cinglant. « Encore un qui fait du tourisme », suivi d'un ricanement narquois. Les mots, bien que chuchotés, frappèrent en André comme une gifle, réveillant en lui une blessure ancienne, celle des jugements hâtifs, des préjugés basés sur les apparences. Dehors, le vent froid lui fouetta le visage, soulevant les feuilles mortes qui tourbillonnaient sur le parking. Mais André ne ressentait pas le froid. Une tempête d'émotions bouillonnait en lui, un mélange de frustration, d'humiliation et d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il monta dans sa vieille Peugeot, le cuir usé du siège grinçant sous son poids, et démarra le moteur qui toussa avant de se stabiliser. En conduisant à travers les rues de Reims, où les lumières des réverbères commençaient à s'allumer dans la pénombre naissante, il réfléchit. Ce n'était pas seulement une question d'ego blessé.
C'était une question de principe. Ces vendeurs, avec leur arrogance, leur mépris, représentaient tout ce qu'ils détestaient. Le jugement basé sur les apparences, l'indifférence envers autrui, l'absence de respect. André savait qu'il ne pouvait pas laisser cela passer. Pas cette fois. Ce soir-là, dans son petit appartement du centre-ville, André s'installa dans son fauteuil préféré, un vieux modèle en velours vert, usé mais confortable, qui semblait épouser parfaitement la forme de son corps. Une tasse de thé à la main, l'odeur de bergamote emplissant la pièce, il passa une série de coupes de fil. Ses contacts, des figures influentes du monde des affaires à Paris, Lyon et même Zurich, l'écoutèrent attentivement. André, malgré son apparence modeste, était respecté dans ses cercles. Ses investissements dans l'immobilier, la technologie, les énergies renouvelables et même une chaîne de boulangerie artisanale lui avaient valu une fortune discrète, mais colossale, estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Il n'était pas seulement riche, il était puissant, avec un réseau de relations tissé au fil des décennies. En quelques heures, il avait mis en branle un plan audacieux, racheter la concession automobile qu'il avait si maltraitée. Le processus fut d'une rapidité fulgurante. André contacta une avocate parisien, Maître Laurent, un homme à l'efficacité redoutable, qui mobilisa une équipe pour négocier avec les propriétaires actuels de la concession, une holding basée à Luxembourg. Les discussions, menées dans la plus grande confidentialité, se conclurent au milieu de la nuit. André, depuis son bureau encombré de livres et de vieux journaux, signa les documents électroniques, transférant des fonds depuis l'un de ses comptes offshore. La concession, évaluée à plusieurs millions d'euros, changea de mains en quelques heures, un exploit rendu possible par sa réputation irréprochable et son influence discrète. À l'aube, André Moreau était le nouveau propriétaire de l'établissement. Le lendemain matin, André retourna à la concession. Le ciel était gris, chargé de nuages lourds, et une pluie fine tombait sur Reims, donnant aux rues un éclat argenté, comme si la ville elle-même se préparait à un changement. Il gara sa Peugeot sur le parking, à côté des modèles flambants neufs exposés à l'entrée, leur carrosserie scintillant sous la pluie. En franchissant les portes vitrées, il retrouva le même décor rutilant, les mêmes employés, et la même atmosphère d'arrogance subtile qui semblait imprégnée dans les murs. Mais cette fois, André n'était pas un client. Il portait toujours son vieux manteau, ses chaussures éraflées et son écharpe en laine, trempée par la pluie. Rien dans son apparence ne trahissait le bouleversement qu'il s'apprêtait à provoquer. Pourtant, une lueur de détermination brillait dans ses yeux, une assurance tranquille qui contrastait avec sa modestie habituelle. Les vendeurs, occupés à accueillir des clients ou à discuter entre eux, ne lui prêtèrent aucune attention. Guillaume Dubois, fidèle à son poste près du comptoir, riait avec un collègue, ses cheveux gominés reflétant la lumière, son costume impeccablement repassé. Il ne remarqua pas André, pas plus que les autres employés, qui vaquaient à leurs occupations avec une nonchalance étudiée. Ce fut Thierry Martin, le directeur général, qui le repéra en premier. Thierry, un homme d'une cinquantaine d'années, au costume gris anthracite et au sourire calculateur, s'approcha avec une politesse feinte, ses mocassins vernis claquantes sur le marbre. « Bonjour, monsieur », dit-il, son ton mielleux masquant une pointe de méfiance. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui? » André ne répondit pas immédiatement. Il plongea la main dans la poche de son manteau, ses doigts effleurant le tissu râpé, et en sortit un paquet de documents soigneusement pliés, encore chauds de l'imprimante de son appartement. Sans un mot, il les tendit à Thierry, observant son visage avec une attention presque clinique, comme un scientifique étudiant une réaction chimique. Thierry déplia les papiers, ses yeux parcourant les lignes imprimées, les tampons officiels, les signatures notariées. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de confusion, puis de panique. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il, sa voix tremblante, presque méconnaissable. Il releva les yeux, dévisageant André comme s'il le voyait pour la première fois, comme si l'homme devant lui n'était plus un retraité insignifiant, mais une force de la nature. « Ce n'est pas possible !» André brisa enfin son silence. « Je ne suis pas ici pour acheter une voiture, » dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une autorité naturelle, comme un professeur s'adressant à une classe indisciplinée. « Je suis ici en tant que votre nouveau patron. » Un silence glacial s'abattit sur le showroom. Les vendeurs, jusque-là absorbés par leurs tâches, tournèrent de la tête,
leur conversation s'éteignant comme des flammes sous la pluie. Les clients, sentant une tension soudaine, s'arrêtèrent de parler, leurs regards oscillant entre André et Thierry. Guillaume Dubois, qui venait de faire une plaisanterie, se figea, son rire mourant dans sa gorge, ses joues pâlissant sous son bronzage artificiel. Thierry, les documents toujours en main, bredouilla. « Vous avez racheté la concession? » « C'est exact, » répondit André, son regard inébranlable, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Depuis ce matin, je suis propriétaire de cet établissement et je suis ici pour y apporter des changements. » Les murmures commencèrent à s'élever parmi les employés, comme un vent agitant les feuilles mortes. Certains échangèrent des regards nerveux, d'autres baissèrent les yeux, mal à l'aise, sentant le poids de leurs actions passées. Guillaume, dont l'arrogance s'était envolée comme une fumée dissipée, se tenait immobile comme s'il espérait se fondre dans le décor. André s'avança au centre du showroom, sa silhouette frêle contrastant avec la puissance de sa présence. « Hier, je suis venu ici en tant que client, » commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence, claire et mesurée. Je cherchais à acheter une voiture, une simple berline pour mes besoins quotidiens, mais au lieu d'être accueilli, j'ai été ignoré, méprisé, jugé sur mon apparence. Vous avez supposé que je n'avais ni les moyens ni l'importance. Vous avez fait une erreur. La tension était palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Personne n'osait parler, ni même respirer trop fort. André poursuivit, son ton ferme mais dénué de colère, comme s'il énonçait une vérité universelle. Cette concession ne fonctionnera plus comme avant. À partir d'aujourd'hui, chaque client qui franchit ses portes sera traité avec respect, qu'il porte un costume de marque ou un manteau usé comme le mien. L'arrogance, la discrimination, le mépris n'ont plus leur place ici. Il se tourna vers Thierry, dont le visage était devenu livide, ses mains tremblant légèrement. Et cela commence par la direction. Thierry, vous êtes licencié. Un hoquet collectif parcourut la salle. Thierry, abasourdi, laissa tomber les documents sur le comptoir, le bruit du papier froissé résonnant dans le silence. « Licencié ?» répéta-t-il, sa voix montant dans les aigus, comme celle d'un homme qui refuse de croire à sa propre chute. « Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai dirigé cet endroit pendant 10 ans. Et sous votre direction, une culture toxique s'est installée, » répondit André, imperturbable, ses yeux perçants derrière ses lunettes. « Des clients sont jugés, ignorés, ridiculisés. Cela s'arrête maintenant. » Thierry ouvrit la bouche pour protester, ses lèvres tremblantes, mais un regard d'André, froid et inflexible, le réduisit au silence. Résigné, il ramassa ses affaires, un stylo Montblanc, un porte-clés en cuir, un téléphone dernier cri, et quitta le showroom, la tête basse, ses mocassins claquant une dernière fois sur le marbre. André se tourna alors vers les autres employés, son regard passant sur chacun d'eux, comme un général inspectant ses troupes. « Guillaume Dubois » appela-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Guillaume sursauta, son assurance envolée, ses yeux écarquillés de panique. « Vous m'avez montré hier ce que cette concession ne tolérera plus, » dit André. « Votre attitude, votre mépris, votre arrogance, faites vos cartons. » Guillaume Blême tenta de bredouiller une excuse, ses mains s'agitant nerveusement. « Monsieur, je ne savais pas. Je ne voulais pas. » Mais André leva une main, coupant court à ses paroles, un geste simple mais définitif. « Les excuses n'effacent pas les actions. Vous avez fait un choix hier. Assumez-en les conséquences. » Un à un, André appela les employés qui avaient affiché le même comportement désinvolte. Sophie, la vendeuse qui avait ricané en le voyant, fut licenciée sur le champ, son visage passant du dédain à la stupéfaction. D'autres, qui avaient murmuré des commentaires moqueurs ou ignoré André, reçurent des avertissements sévères, avec la promesse qu'un autre faux pas entraînerait leur départ immédiat. Mais André ne se contentait pas de punir. Il voulait reconstruire, bâtir une équipe fondée sur le respect, l'humilité et la bienveillance. Parmi les employés, une jeune femme se démarquait. Claire Lefebvre, une assistante administrative de 26 ans, n'était à la concession que depuis 6 mois. Discrète, efficace, elle travaillait dans l'ombre, gérant les dossiers, répondant aux emails, organisant les plannings. La veille, alors qu'elle passait près d'André avec un classeur sous le bras,
Elle lui avait offert un sourire chaleureux et un «Bonjour, monsieur», discret, presque automatique. Ce petit geste, si simple, si banal, avait marqué André. Dans un océan d'indifférence, ce sourire était une bouée, un signe d'humanité. Il voyait en Claire une sincérité rare, une bienveillance naturelle, des qualités qu'aucune formation ne pouvait enseigner. Claire Lefebvre, appela-t-il, sa voix plus douce, presque paternelle. Claire s'avança, visiblement nerveuse, ses joues rosissant sous le regard de ses collègues. Ses cheveux châtains, attachés en un chignon soigné, encadraient un visage doux, marqué par une timidité qu'elle masquait par son professionnalisme. Hier, vous avez été la seule à me traiter avec un minimum de respect, dit André, ses yeux s'adoucissant derrière ses lunettes. Ce genre de geste, aussi simple soit-il, fait toute la différence. À partir d'aujourd'hui, vous serez la nouvelle responsable du showroom. Je compte sur vous pour diriger avec équité et bienveillance. Claire écarquilla les yeux, stupéfaite, sa main se posant instinctivement sur sa poitrine. Moi? Mais je n'ai aucune expérience en gestion, balbutia-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. L'expérience s'apprend, répondit André avec un sourire, le premier qu'il laissait paraître ce matin-là. La décence, en revanche, est une qualité rare. Vous l'avez. Félicitations, Claire. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Les employés restants, désormais secoués, commençaient à comprendre l'ampleur du changement. André s'adressa une dernière fois à l'Assemblée, sa voix résonnant avec une autorité tranquille. Cette concession doit devenir un endroit où chaque client se sent valorisé, peu importe son apparence, son âge ou ce que vous pensez de ses moyens. Si vous ne pouvez pas respecter ces valeurs, vous n'avez pas votre place ici. La transformation fut rapide et spectaculaire. À la fin de la journée, près de la moitié du personnel avait été licencié, leurs bureaux vidés, leurs badges désactivés. André passa l'après-midi à interviewer de nouveaux candidats, privilégiant des personnes partageant sa vision. Il recruta des vendeurs expérimentés mais humbles, des jeunes ambitieux mais respectueux, et même une retraitée passionnée d'automobile, une ancienne mécanicienne nommée Martine, qui apportait une touche d'authenticité et une connaissance encyclopédique des moteurs. Sous la direction de Claire, qui apprenait rapidement les ficelles du métier, le showroom devint un lieu accueillant, où les clients étaient entreçus avec chaleur et professionnalisme, qu'ils viennent pour une citadine économique ou un SUV haut de gamme. Claire, malgré son manque d'expérience, se révéla être une leader naturelle. Elle écoutait ses collègues, valorisait leurs idées et instaurait une culture de transparence. Elle organisait des formations sur l'accueil des clients, insistant sur l'importance de l'empathie et de l'écoute. Elle décorait le showroom avec des touches personnelles, des plantes en pot, des photos de Reims, une machine à café accessible à tous, pour le rendre plus chaleureux, moins intimidant. Les employés, d'abord sceptiques, commencèrent à apprécier son style de gestion, qui contrastait avec l'autoritarisme de Thierry. Claire, de son côté, consultait régulièrement André, qui lui offrait des conseils paternels, lui recommandant des livres sur le leadership ou partageant des anecdotes de ses années dans les affaires. La nouvelle du rachat se répandit comme une traînée de poudre à Reims. Les habitants, curieux, affluaient pour découvrir la concession transformée. Les ventes grimpèrent en flèche, portées par une réputation grandissante de services exceptionnels. Les clients racontaient comment ils étaient accueillis avec des sourires sincères, comment les vendeurs prenaient le temps d'écouter leurs besoins, de répondre à leurs questions sans les presser. Un agriculteur en salopette, venu pour une camionnette d'occasion, repartit avec le sentiment d'avoir été traité comme un roi. Une fille étudiante, intimidée par l'idée d'acheter sa première voiture, fut guidée avec patience par un vendeur qui lui expliqua chaque détail, du crédit auto aux options d'assurance. Les avis positifs inondaient les réseaux sociaux et la concession devint une référence, non seulement à Reims, mais dans toute la région Champagne-Ardenne. André, fidèle à lui-même, restait en retrait. Il ne cherchait ni la gloire ni les louanges. Pour lui, ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice. Il voulait créer un lieu où les valeurs qu'il chérissait, respect, humilité, bienveillance, étaient au cœur de chaque interaction. Il visitait la concession une fois par semaine, discutant avec Claire, observant les progrès, notant les sourires des clients. Il refusait les interviews des journaux locaux, déclinait les invitations à des événements mondains. Sa récompense, c'était le changement qu'il voyait autour de lui, la preuve qu'un homme,
même discret, pouvait laisser une empreinte durable. Un après-midi, alors qu'il traversait le showroom désormais animé, Claire l'interpella. Monsieur Moreau, dit-elle, un sourire timide aux lèvres, ses yeux brillants de gratitude. Je voulais vous remercier. Vous avez cru en moi et je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. André lui rendit son sourire, ses rides se creusant comme des parenthèses autour de sa bouche. Vous l'exprimez déjà, Claire, par la manière dont vous dirigez cette équipe. Continuez à traiter les gens avec respect. C'est tout ce qui compte. En quittant la concession ce jour-là, André s'arrêta un instant devant les portes vitrées. La pluie avait cessé et un rayon de soleil perçait les nuages, illuminant le showroom. L'endroit, autrefois un temple d'arrogance et d'indifférence, vibrait désormais de vie, de rire, de conversations chaleureuses. André ressentit une profonde satisfaction, non pas du pouvoir qu'il exerçait, mais du changement qu'il avait instauré. Cette expérience lui rappela une vérité qu'il avait toujours défendue. La véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en impact. André Moreau avait prouvé que l'humilité pouvait triompher de l'arrogance, laissant une empreinte durable sur la concession et sur tous ceux qui y entraient. Les mois passèrent et la concession continua de prospérer. André, toujours discret, diversifia ses investissements, finançant des projets sociaux à Reims, une bibliothèque communautaire, un centre de formation pour jeunes en difficulté, une association pour préserver les vignobles locaux. Il acheta finalement une nouvelle voiture, une Renault Talisman noire, celle qu'il avait admirée lors de sa première visite. Il la conduisait rarement, préférant sa vieille Peugeot, mais lorsqu'il prenait la route pour Épernay, il savourait le silence du moteur, le confort des sièges chauffants et la liberté d'une voiture qui ne protestait pas à chaque virage. Un an après leur achat, Claire organisa une petite cérémonie pour célébrer le succès de la concession. Elle insista pour qu'André soit présent, malgré ses réticences. Dans le showroom, décoré de ballons et de guirlandes, les employés, les clients et même quelques journalistes locaux levèrent leur verre de champagne en l'honneur d'André. Claire prononça un discours émouvant, racontant comment un homme ordinaire, avec un manteau usé et des lunettes glissantes, avait changé leur vie. André, mal à l'aise sous les regards, se contenta de sourire et de lever son verre. « Ce n'est pas moi qui ai changé cet endroit, » dit-il simplement. « C'est vous tous. Continuez à faire ce qui est juste. » La foule applaudit, mais André s'éclipsa discrètement, préférant rentrer chez lui, où son fauteuil en velours vert et une tasse de thé l'attendaient. En s'asseyant, il ouvrit un vieux livre, un recueil de poèmes de Victor Hugo, et lut quelques vers à la lueur d'une lampe. Dehors, Reims s'endormait sous un ciel étoilé, et la concession, désormais un phare de respect et de bienveillance, brillait dans l'obscurité. Un testament vivant à la vision d'un homme qui avait prouvé que l'humilité pouvait changer le monde, une interaction à la fois.